Bonjour à toutes, bonjour à tous et merci de nous avoir rejoints pour cette dernière conférence, du cycle de conférences qui vous ont été proposées tout au long de ce Global Industry 2023. Nous allons parler ensemble de technologie pendant 1 heure, évoquer des thèmes qui s'affichent sur beaucoup de stands que nous voyons autour de nous. Il va s'agir de jumeaux numériques, métaverse, blockchain. Est-ce qu'elles sont les nouvelles technologies de l'industrie 4.0? Pour cela, sur ce plateau, 5 invités. Guillaume Gontier, vous êtes ingénieur d'études chez Semer, une filiale de Poma. À vos côtés, au centre, Yvan Yordanov, vous êtes directeur général adjoint recherche et innovation aux arts et métiers. Jacques Houry, à ma gauche, expert en industrie 4.0, jumeaux numériques et BIM. Clément Maucher, au centre, directeur France Double Flotte Énergie. Et puis, tout au bout de la scène, à l'opposé de moi, José Luis Pinedo Rivero, vous êtes chef de produit food chez Ingredia. Alors ensemble, nous allons parler donc de solutions, de technologies, mais surtout nous allons parler de données. C'est l'or noir qui va se partager et qui va constituer l'essence, le carburant de toutes ces différentes technologies que l'on va avoir. Jacques, justement, la data, comment est-ce qu'on la récupère à l'origine? Bonjour Xavier, merci beaucoup pour cette introduction. Alors la data, on va tout d'abord commencer par connaître c'est quoi la data, d'où ça vient et pourquoi on l'utilise et comment ça s'est passé depuis la data jusqu'au jumeau numérique. La data, pour moi, ça a commencé par que ce soit des lettres ou des chiffres. Et ensuite, ça a commencé en 1666 par un Allemand qui a eu l'idée d'avoir la data divisée en binaire, c'était 1, 0, 1, 0. À partir de ça, on a commencé à utiliser cette data d'une façon stratégique, que ce soit pour les militaires. On a tellement vu des situations où c'était une situation de vie ou de mort en fonction de la captation de cette donnée qui devait être confidentielle. Elle est utilisée également dans tout ce qui est maintenant pharmaceutique, médical. Ça pourrait être énormément intéressant. Et également, le volume de cette data, ça constitue quelque chose qu'on appelle le big data, bien sûr. Cette data, cette donnée, elle peut être structurée, soit non structurée, soit hybride, on va dire, entre les deux. Elle pourrait être également on va dire, il faut garder la traçabilité de cette data pour connaître d'où ça vient, c'est quoi l'origine, qui l'a créée, l'intégrité, également si elle est fiable ou pas à partir de cette source. Dans la construction, parce qu'on est en train de discuter tout ce qui est construction, c'est-à-dire cette data, comment on l'utilise en ce moment. On aura tellement d'exemples aujourd'hui à parler. Les jumeaux numériques, le concept il est créé à partir de 1970 et quelques, et ensuite c'était utilisé par le NASA, mais il se base sur la data, sur les données, comment on utilise cette donnée, qu'est-ce qu'on fait avec. Chaque actif, chaque élément, chaque objet qui se trouve sur un site qui est en opération, il y a, que ce soit des chiffres, il y a des données qu'on a fait entrer, tout ça, ça se traduit par une opération, ça se traduit par une action que selon la fiabilité de la donnée, c'est ce qu'on appelle en anglais garbage in, garbage out, c'est-à-dire en fonction de ce qu'on entre à l'intérieur de cet engin qui s'appelle la Digital Twin, ça va sortir à la fin une action soit limitée, soit poussée, soit qui donne un ordre après à faire une exécution de quelque chose. Voilà, c'est où la data, elle est tellement utile, tellement stratégique en ce monde. Ce que j'appelle souvent, c'est la nouvelle monnaie du monde, on va dire, que si on l'utilise mal, on aurait des mauvaises conséquences. Et si on l'utilise bien, ça donne ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors, la data, pour la recueillir, il y a de plus en plus de moyens rapides. La data est très dense et elle va donc alimenter ce ou ces jumeaux numériques qui constituent le cœur de notre échange. Il y en a différents types, on les voit au fur et à mesure. On va peut-être commencer, Guillaume, par indiquer ce que vous réalisez comme jumeaux numériques. Avant cela, en fait, présentez-nous rapidement en fait, Semer et que faites-vous exactement par rapport à Poma, notamment. Alors, bonjour à tous. Merci Xavier pour la présentation. Donc, chez Semer Automatisme, on conçoit, on fabrique et on met en service des équipements électriques qui pilotent principalement des remontées mécaniques ou du transport par câble. Dans nos armoires électriques, on retrouve donc principalement l'automatisme qui pilote qui reçoit toutes les données des capteurs, pilote tous les actionnaires
Et on retrouve également la supervision sur laquelle on a l'interface homme-machine qui permet à l'humain de piloter sa machine. Alors Jacques a évoqué le fait que les jumeaux numériques existaient maintenant depuis très longtemps. Vous, chez Semer, au sein de votre bureau d'études, vous l'utilisez depuis quand et pourquoi faire? Alors nous, ça fait plusieurs années que sous l'impulsion du groupe Pomagalski pour lequel on travaille, on a développé des jumeaux numériques. Le but principal, c'était de réduire les temps de mise en service. Donc les projets de remontée mécanique ont souvent des temps de mise en service très courts. On peut recevoir la commande début février et ouvrir au public la remontée mécanique en novembre. Donc les délais de mise en service devaient être courts pour laisser les aléas liés à la mécanique, aux constructions du génie civil, et la partie automatisme devait être minimisée. Donc on a commencé à développer des jumeaux numériques pour les garages qui nous ont permis de tester notre automatisme 100% au bureau d'études, de pré-paramétrer le logiciel et ainsi d'arriver sur site avec un logiciel dont on savait qu'il allait marcher très rapidement. Il y a une vision à la fois de calcul, très hybride aussi, entre du pur logiciel et du mécanique. Il y a une autre vision que l'on va peut-être découvrir sur l'écran à travers ces quelques images, c'est une nouvelle façon de communiquer, une nouvelle façon en fait, aussi d'apprendre comment fonctionne un équipement. C'est à travers donc, ce jumeau numérique. Donc si la régie pouvait nous envoyer juste les quelques images voilà, concernant. Donc ça c'est un garage, il est situé où exactement? Donc ça c'est un télécabine à Valandry Express, aux Arcs. Donc sur l'image du haut, vous voyez le jumeau numérique donc, qui représente la réalité que vous pouvez voir en bas. Donc pour nous, effectivement, ça nous a permis de pré-paramétrer le logiciel en avance, d'appréhender la mécanique, effectivement, puisque le jumeau numérique représente la mécanique. Et ça nous a aussi permis, comme vous avez évoqué le sujet, de présenter la machine au client, de faire des premières formations. Et le client a pu appréhender sa machine, du coup, et être prêt le jour de l'ouverture à l'utiliser. Une première fonctionnalité. On va voir avec maintenant Clément un autre usage du jumeau numérique. Clément Maucher, quelques mots d'abord sur Bluefloat Energy. Oui, avec plaisir. Bonjour à toutes et à tous. Donc Bluefloat Energy, c'est ce qu'on appelle un développeur éolien en mer. Donc notre métier, c'est concrètement d'identifier des zones qui sont propices au développement de l'éolien en mer, de le faire construire et ensuite de l'opérer. Donc on a vraiment ces trois casquettes développeurs qui ressemblent finalement à de la promotion immobilière mais orientée énergie, maîtrise d'ouvrage et client final pour la partie opération. Ce qui est intéressant de garder en tête, c'est que du coup, on s'adresse là à des machines qui sont relativement conséquentes par rapport à ce qu'on peut connaître en termes d'éolien terrestre. Pour vous donner des idées, on va sur des machines qui font presque 20 MW par rapport à celles que vous pouvez voir à terre, qui font plutôt de l'ordre de 2, 3, voire 4 MW. Donc c'est beaucoup plus puissant, c'est aussi beaucoup plus gros. On est sur des engins qui font jusqu'en bout de pale, presque la hauteur de la Tour Eiffel aujourd'hui, hein, quand même, qui sont installés volontairement loin des côtes, d'une part pour, on va dire pour les nuisances que ça peut entraîner dans le paysage et vis-à-vis des autres utilisateurs, mais aussi pour capturer finalement une ressource de vent de bien meilleure qualité et beaucoup plus régulière, parce qu'en fait on n'a pas l'effet du relief. Donc vous comprenez assez vite qu'on a des engins qui sont assez gros, assez complexes, parce qu'on est sur des machines tournantes, assez loin des côtes, dans un environnement qui est quand même difficilement plus hostile, ou comparable en tout cas à celui de la montagne, et on se doit de les faire tourner pendant 30 ans. Et les exploiter au mieux. Je rajoute en plus une petite complexité. Quand on s'éloigne des côtes, à un moment donné, la bathymétrie, c'est-à-dire la profondeur d'eau, fait qu'en fait, on ne peut plus les poser au fond. Donc il faut qu'on les fasse flotter. Donc on est maintenant sur des systèmes qui font la taille de la Tour Eiffel, qui sont sur un flotteur qui lui-même est ancré. Voilà, ça lève quelques petits enjeux. Et du coup, pour répondre peut-être un peu plus directement à la question, nous, le jumeau numérique, ce n'est pas Bluefloat en tant que tel, puisqu'on est finalement le client final qu'allons développer. Par contre, on voit un besoin essentiel d'y avoir accès, justement pour pouvoir comprendre ce qui est en train de se passer. Donc on est au tout début de ce secteur-là, en particulier en France. L'éolien flottant, il y en a une machine aujourd'hui qui est en opération en France, hein, qui est un prototype. Et en fait, la vraie question, c'est qu'est-ce qu'on va vouloir modéliser? De quoi, nous, opérateurs, on a besoin? Et la première chose dont on a besoin, c'est d'un jumeau numérique, on va dire, structurel. C'est-à-dire qui est capable de nous faire comprendre comment se comporte la machine,
et à quel moment il va falloir mettre en place et comment la maintenance prédictive va venir s'insérer finalement, qui va nous permettre aussi à un moment donné, dans quelques décennies, d'allonger la durée de vie éventuellement de l'installation. Hein. Donc il y a tous ces enjeux de pousser la durée de vie pour bénéficier au maximum de l'énergie produite et réduire finalement la facture aux consommateurs. Et puis il y a un enjeu aussi de mieux caractériser, quand on détecte des anomalies, de mieux caractériser leurs conséquences. C'était quelque chose, une technologie qui n'existait pas, un jumeau numérique qu'il faut créer entre la technologie offshore et la technologie éolienne plutôt traditionnelle en mer, mais traditionnelle. Jusqu'ici, ça n'existait pas. Vous m'avez annoncé en fait qu'il y a quelques jours maintenant, le premier jumeau numérique avait été déployé, je crois, en Écosse. Pour pouvoir justement mesurer et faire des justes développements pour d'autres fermes un peu plus tard. Ouais, voilà, c'est ça qui est aussi extrêmement intéressant dans les échanges qu'on va avoir, c'est que nous, pour le coup, le secteur de l'éolien en mer, sur ces enjeux de jumeaux numériques, on est au tout début. On est vraiment néophyte, on voit très bien le besoin, mais on est vraiment dans cette phase où on va tâtonner nécessairement un petit peu. Alors, je temporise un petit peu, il y a un contrat qui a été signé, mais le jumeau numérique en tant que tel n'a pas encore été déployé. C'est prévu pour 2023, pour cette année donc, et il se focalise essentiellement sur des aspects structurels, en particulier fatigue, puisque c'est des systèmes qui sont dimensionnants en fatigue. Et alors, on a vu à travers vos propos que la donnée, encore une fois, était l'essence qui allait servir à ce développement-là. Yvan, on va parler du même procédé en avance de phase. C'est les projets que vous pouvez réaliser au sein des arts et métiers. Il y a une équipe de chercheurs qui intervient en ce moment sur un projet qui s'appelle Descartes. C'est un jumeau numérique. Pourquoi faire exactement? Bonjour. Alors je rebondis juste sur le propos précédent. Les jumeaux numériques, on a encore des belles années devant nous à les développer, à augmenter les cas d'application. Hein. C'est pas une technologie, c'est une technologie, on va dire, qui commence à être mature, mais les cas d'application sont loin d'être matures. Et à chaque cas d'application, il y a il faut faire développer les technos, il faut développer les technos. Il y a encore beaucoup de recherche et développement à faire sur ces sujets-là. Et donc chaque cas d'application est un nouveau challenge. Et donc dans le cadre du projet Descartes à Singapour, on va s'intéresser au développement de jumeaux numériques pour prendre des décisions de la meilleure façon possible dans un système urbain qui par essence est complexe. Et il faut prendre des décisions rapides. On a un exemple peut-être pour mapper votre discours. C'est un exemple d'une vidéo qui a été réalisée par contre sur la défense, mais c'est le même principe. On va la lancer et vous allez pouvoir expliquer, enfin détailler le projet à Singapour, mais c'est la même chose. Tout à fait, tout à fait. Donc le sujet général, c'est le contrôle de structure par une noria de drones. Donc là, il y a plusieurs sujets de jumeaux numériques. Il y a le sujet, je prends une photo de la structure ou je capte quelque chose sur la structure difficilement atteignable grâce à un drone et je vais faire de la maintenance prédictive, c'est-à-dire je vais pouvoir voir si ce défaut-là, il faut que j'intervienne ou non. Donc ça, c'est un sujet. Le deuxième sujet, on a deux sujets jumeaux numériques. Le deuxième sujet, c'est de faire voler correctement cette noria de drone dans un environnement urbain où les flux aéroliques sont extrêmement complexes. On a un flux moyen, mais bon, autour des bâtiments, il se passe des tourbillons, enfin, c'est extrêmement complexe à calculer. Donc le but du jeu, c'est de bâtir un jumeau numérique de tous les flux d'air entre les bâtiments pour optimiser l'émission des drones. Un drone, ça a peu d'énergie, donc il faut que ça arrive rapidement au bon endroit et sans accident, parce que ayant peu d'énergie, ça ne peut pas venir contrôler des flux d'air qui seraient trop importants. Et donc, deux parties sur ce jumeau. On part d'un modèle théorique basé sur la physique, parce qu'il est imparfait, mais il est quand même pas si éloigné que ça de la réalité. Et puis, on va envoyer, on va mettre dans un premier temps des capteurs qui vont permettre d'améliorer le modèle physique par de l'intelligence artificielle. Donc, c'est comme ça qu'on construit nos jumeaux numériques, puisque dans le domaine de la physique, on a des modèles qui sont imparfaits, mais qui approchent la réalité, et que quand on va bâtir de l'intelligence artificielle basée sur des données, deux choses essentielles. Un,
la qualité de la donnée qui va donner une information riche qui va permettre de corriger le modèle rapidement. Donc la qualité de la donnée qui va avoir une valeur. Et 2, si on corrige l'erreur, souvent quand on corrige une erreur, on va apprendre quelque chose qui est beaucoup plus linéaire que quand on essaye de modéliser un système tourbillonnaire. Donc ça marche beaucoup mieux en fait de mettre de l'IA sur de la correction d'erreurs d'un modèle physique. C'est pour ça qu'on appelle ça les jumeaux hybrides. Un jumeau basé sur des modèles physiques augmenté par l'intelligence artificielle. Ça, c'est la première partie du jumeau numérique. On l'a bâti et on est capable de dire au drone ou à la noria de drone, bah, vous allez aller inspecter vos bâtiments. Puis les drones vont partir en mission. Et l'avantage du jumeau numérique, c'est de réagir en temps réel. Donc ils vont partir en mission et puis ils vont dire au système centralisé ou alors entre eux. Alors ça, c'est encore du domaine de la recherche. Est-ce qu'on fait du edge? Est-ce que les drones discutent entre eux ou est-ce que ça remonte à un système centralisé? Centralisé, suivant les cas d'application, c'est encore... on a les deux hypothèses de travail. Mais globalement, l'idée, c'est de se dire, tiens, le vent que je subis, ce n'est pas celui que tu avais prédit. Donc voilà ce que j'ai aujourd'hui, à cet instant-là. Comme c'est une noria de drone, les autres envoient les informations. Et l'idée, c'est de corriger en temps réel à partir des données renvoyées par les drones pour refaire un modèle beaucoup plus prédictif de la réalité actuelle et en temps réel, réallocaliser la nouvelle mission des drones. Donc voilà un petit peu pour décrire un petit peu ce qu'on fait autour de ce projet-là. En résumé, 3 piliers essentiels sur nos jumeaux numériques hybrides. Les modèles physiques. Ça fait 4000 ans qu'on a mis le monde en équation. Quand on fait de la physique, c'est dommage de l'oublier. L'intelligence artificielle et la valeur des données. Le deuxième pilier, c'est la valeur des données qui vont apporter de l'information pour corriger nos modèles physiques. Et si on le fait bien, on peut faire de l'apprentissage en temps réel. C'est assez challengeant, mais on y arrive. Le troisième pilier dont on n'a pas parlé, mais qui a son importance, c'est qu'une fois qu'on a de l'information, soit les systèmes réagissent par eux-mêmes, soit c'est un humain de prendre la décision. Et quand l'humain doit prendre la décision, on lui transfère un grand nombre de données, il faut qu'il prenne une décision très rapidement. Donc les interfaces homme-machine, la qualité des interfaces homme-machine avec des représentations 3D, réalité virtuelle, réalité augmentée. Ça, c'est 3 piliers qui sont, à mon sens, essentiels, en tout cas pour les jumeaux numériques dans le monde de l'ingénierie, dans lequel on a des modèles qui sont pas mal. La place de l'humain, on va en reparler tout à l'heure parce qu'effectivement, elle est fondamentale. Juste un mot, on a dans tout ce panel de technologies qu'on a découvert, on a ajouté un nouveau mot, c'est l'intelligence artificielle hybride. Jacques, un mot là-dessus. En quoi est-ce que l'intelligence artificielle peut accompagner justement le développement, l'avènement de ce qu'on va voir, le jumeau numérique, le métaverse, la blockchain éventuellement? Si je me permets, je vais juste attaquer un petit concept. C'est quoi exactement les jumeaux numériques? Parce que ça, c'est essentiel à comprendre avant d'aller à l'intelligence artificielle. On s'était dit d'où viennent les données, pourquoi on les utilise en ce moment dans les jumeaux numériques, mais les jumeaux numériques en eux-mêmes, c'est une représentation exacte d'un environnement dans lequel on vit, que ce soit en 2D, en 3D. Ça pourrait être en 2D, on les trouve déjà dans les avions, c'est l'autopilote, c'est un digital, un twin, mais on ne le voit pas. Il est déjà en train de travailler dans les plateformes. Deuxième point, si on travaille dans la 3D, c'est-à-dire c'est la géométrie de l'ensemble d'un bâtiment, d'une éolienne, d'une cabine téléphérique ou autre chose, qui en elle-même, ça va s'appeler BIM, ce qu'on appelle le Building Information Modeling. Mais si on va faire passer à un camp supérieur, c'est là où on va commencer à injecter dedans de la donnée qui est structurée, de la qualité, de l'intégrité, tout ça. Et pas uniquement, on va faire relier cette donnée à des capteurs qui vont nous faire balancer des informations en temps réel, soit sous une fréquence supposée mise d'accord avec le client. Maintenant, lorsqu'on commence à entrer dans cette phase de données, et on va l'envoyer semaine après semaine, ou jour après jour, ou heure après heure. L'intelligence artificielle, elle vient ici. C'est qu'on va créer des règles. Parce que la décision, donnée, c'est quoi? C'est qu'une fois qu'on a cette donnée, il faut prendre une décision. Elle va nous donner toutes les billes devant nous afin de faciliter la prise de décision plus rapidement, de façon plus sûre, et pour donner quelque chose qui a de ce qu'on appelle business value, de la valeur. L'intelligence artificielle, c'est comment programmer des règles en arrière-plan qui va utiliser cette donnée et ensuite la faire façonner d'une certaine façon à répondre à des contraintes clients, à des contraintes température, de temps, de climat, d'opération sur le site,
Supposons, vous avez un tuyau dans un bâtiment qui se casse et se brise. Il y a toute l'essence qui commence à circuler dans la salle. Et la salle, elle contient tellement de mécanique et électrique. C'est tellement dangereux d'entrer dedans. Si vous avez suffisamment de l'intelligence artificielle derrière qui permet de détecter la présence de ces fluides qui se trouvent sur le site, ensuite créer des règles qui permettent, ou bien des emails automatiquement, ce qu'on appelle également des work orders, qui vont être envoyés vers les contracteurs, vers les agents de maintenance. Vous vous réveillez le matin, parce que, supposons le problème, il s'est produit la nuit, vous vous réveillez le matin, tout le panoplie, le workflow qui était mis en place s'était déroulé automatiquement, vous n'avez rien à faire. C'est que vous avez économisé de temps, c'est-à-dire vous avez sauvegardé du temps, amélioré la sécurité des agents parce que vous ne vous êtes pas lancé à l'aveugle dans cette salle. Il y a des capteurs qui ont détecté la présence de matériel dangereux, qui a envoyé des règles, suivant une règle automatisée, qui a envoyé des ordres à X, Y et Z en un temps record. Et en plus, tout le problème qui s'est produit, ça nécessite d'être fixé. Mais qui va le fixer? Le problème en lui-même qui est détecté, il va être envoyé vers le fournisseur, ce qu'on appelle également le designer, qui va nous donner soit la pompe, soit le pipe qui était cassé en deux de façon plus sûre et sans aller dans les questions qu'on se pose tous les jours en ce moment. Non, tu m'as envoyé le mauvais équipement, envoie-le lui et ensuite il m'envoie de nouveau. L'intelligence artificielle, elle est là pour nous aider à automatiser davantage, à réduire les temps pour la prise de décision, à rendre la donnée beaucoup plus utilisable et la mine d'or, comme vous avez dit au départ, pouvoir extraire la valeur de business value de ça en fait. Je ne vais pas entrer dans les détails techniques de l'intelligence artificielle, mais pourquoi on l'utilise pour cette valeur en fait. Alors, autre cas d'usage. Autre solution technologique, c'est avec José qu'on va voir ça. C'est une vraie rupture qu'on peut avoir par rapport à la blockchain. Alors tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous dire qui est Ingredia et ce que vous faites en fait chez Ingredia? Oui, bonjour à tous, merci Xavier, merci pour l'invitation, surtout que c'est un salon où on n'a pas l'habitude de venir, parce que c'est pour l'agroalimentaire, nous pratiquement. Ingredia, donc du coup, est basé à Arras et fait partie de la coopérative Prospérité Fermière, où on produit des ingrédients laitiers principalement. Je me le rapproche, désolé. Principalement, et aussi du lait de consommation. Donc aujourd'hui, on vient présenter, nous, comment on a intégré la blockchain à une collecte de lait éco-responsable qu'on a chez Ingredia. Et en fait, du coup, ouais. Allez-y. Rapprochez juste votre micro pour qu'on puisse bien vous entendre, pardon. Oui. Donc Ingredia, en fait, vous avez lancé une gamme de lait éco-responsable il y a quelques années maintenant et qui se met en place à travers cette bouteille de lait. Donc c'est quoi cette bouteille de lait et c'est quoi le rapport avec la blockchain? Oui. Donc du coup, très bonne question. Donc je vous invite à scanner, c'est notre produit vitrine de comment on a intégré cette technologie à cette collecte de lait responsable. En fait, cette collecte de lait, elle a un cahier des charges spécifique, très strict, où on a un audit qui se fait sur un pourcentage des fermes une fois par an. Mais là, avec la technologie blockchain, ce qu'on voulait faire, c'est être complètement transparent avec les consommateurs de façon à tracer et auditer ce cahier des charges en temps réel. Donc du coup, si vous voyez, il y a un QR code directement imprimé sur les bouteilles, où en fait, on a l'information de où vient le lait, quand il a été collecté, quand il a été mis en bouteille, combien de temps il reste pour consommer et toutes les spécifications du cahier des charges contrôlées, la date de vérification et tout ça. On a une petite vidéo qui va défiler, qui explique justement tout ce principe pour qu'on se le remémore bien. Comment est-ce que vous l'avez mis en place? Il y a un cahier des charges spécifique et à quoi ça peut servir si jamais on a des industriels ici? Comment ils peuvent se projeter par rapport à ça? En fait, nous, on l'a fait justement pour rassurer les consommateurs tout d'abord, mais après, une autre utilité qu'on voyait nous, c'est le contrôle. C'est justement pouvoir s'affranchir des intermédiaires, comme l'a dit Jacques, être plus efficace. Et surtout, en fait, notre gros challenge là-dessus, c'était de convaincre tout le monde dans la filière laitière, depuis le fournisseur d'aliments, parce qu'on a besoin de fournisseurs d'aliments sans OGM. Donc, il fallait qu'ils rentrent des données, leur certificat d'alimentation sans OGM dans la blockchain.
Et justement, toutes ces informations, du coup, vont se retrouver dans la blockchain. Et nous, après cette solution, on peut la proposer à des gros industriels, à nos clients en B2B, pour faire des produits 100% transparents, où ils doivent juste rajouter, comme à l'écran, les données de traçabilité et aussi, s'ils veulent auditer leur cahier de charges, pour faire des produits 100% transparents. Comment est-ce que vous, votre process de transformation du lait s'intègre dans cette logique-là, dans la blockchain? Ça s'intègre dans l'ADN d'Ingredia. Je veux dire, en fait, nous, on a deux piliers stratégiques, c'est l'innovation et la RSE. Nous, notre pari, c'est d'être les premiers à lancer ça dans le secteur laitier. On l'a fait en 2019, on est encore les premiers et surtout, ça s'intègre parfaitement parce qu'au niveau de transparence, on n'a rien à cacher, on est RSE, on essaie de montrer tous les bienfaits du lait, des ingrédients laitiers et cette technologie, en fait, peut s'appliquer à tous les niveaux et on est dans un gros bateau où il y a plusieurs industriels, pas que le secteur laitier, mais où on peut connecter et rajouter plein d'informations dans la blockchain. Donc, si on comprend bien, la traçabilité en fait obtenue par la blockchain, c'est cette fameuse data dont parlait Jacques tout à l'heure, qui est complètement maintenue, qui est inaliénable, et qui finalement en fait va vivre tout au long du cycle de vie du produit. Exactement. En fait, cette technologie, du coup, à la base, c'était que blockchain où on intégrait des informations. Même pour nous, ça nous envoyait des alertes au niveau où s'il y avait des problèmes au niveau de la filière laitière. Maintenant, en fait, la nouvelle plateforme, parce que je n'ai pas mentionné, désolé, mais on a développé tout ça avec notre partenaire Connective Food, qui est spécialisé dans tout ce qui est traçabilité et audit dans l'agroalimentaire. Et donc, du coup, eux, ils font évoluer la plateforme vers les jumeaux numériques, où on pourra avoir tout le cycle de vie des produits. Et ça pourrait être intéressant pour nos clients pour pouvoir tracer pas seulement les ingrédients laitiers, mais aussi tous les autres ingrédients et avoir une vue d'ensemble de leurs produits finis. Jacques, vous vouliez intervenir par rapport à la blockchain. Sur quel cas d'usage vous l'utilisez, vous? Alors, comme je travaille également pour le projet de NEOM en Arabie Saoudite, pour les deux cités de Line et Oxagon, et également pour l'aéroport de Dubaï, lorsqu'on avait fait les jumeaux numériques, on est en train de travailler sur un concept qu'on appelle le smart contract, les contrats smart, qui utilisent les blockchains. Et ce qu'on est en train de faire, c'est relier les différentes phases du projet, parce que ce qui définit le blockchain smart contract, c'est l'automatisme en lui-même et l'indépendance des différents acteurs qui ont les répliques exactes de ce contrat. C'est-à-dire, demain, vous êtes en train de construire un bâtiment. Au moment de la construction, vous avez les contracteurs qui vont envoyer ce qu'on appelle les steel rebars, ce sont les colonnes métalliques, ou bien les tuyauteries, ou bien l'électricité, etc. Aujourd'hui, tout est fait manuellement. Et à chaque fois, il faut demander le paiement à instant T. Et il ne paye pas, et dans ce cas-là, il faut le suivre, et il y a des retards, il y a tellement de choses qui se compliquent. Dans ce cas-là, 80 à 95% des projets, ils dépassent le budget et le temps, à cause, en partie, de ces problèmes. Le contrat Smart, dans ce cas-là, il permet d'automatiser, c'est-à-dire on arrive à un certain temps T en fonction, parce qu'il est relié au programme de construction. Il y a des KPIs qui sont remplis, et ça va activer des envois automatiques aux fournisseurs de l'électricité, aux fournisseurs de béton, etc. Il va renvoyer et au moment le contrat signé, il va également acheminer directement le matériel. Tout le monde dans ce cycle, il va avoir visibilité sur chaque étape de ce contrat, comment c'est fait. D'où la transparence, d'où ce qu'on appelle une sorte de démocratie contractuelle de tout le monde. Et il n'y a pas un intermédiaire entre le client final, le contracteur, le designer, les stakeholders. Et comme ça, la bille, elle roule beaucoup plus simple. Maintenant, qu'est-ce qui empêche de la faire implémenter plus rapidement? C'est la complexité de mettre tout ça en place, l'infrastructure et l'humain, qu'on va arriver plus à l'heure. Ça fait partie. Mais smart contract, c'est quelque chose, j'imagine, vous voulez dire... Oui, c'est ça, c'est ce qu'on utilise nous, et surtout, en fait, en parlant de complexité, nous, on peut le prouver avec un produit simple comme le lait UHT, parce qu'il y a un seul ingrédient. Après, quand on va plus loin dans des yaourts, dans des chocolats, où c'est beaucoup plus complexe, en fait, les gros industriels, ils ont cette problématique de comment intégrer toutes les données sur les autres ingrédients, la traçabilité, l'audit. Donc, ça fait beaucoup. C'est la première étape, mais ça va évoluer. Clément?
Ouais, je me permets juste une petite réflexion. Alors, je ne suis pas du tout spécialiste blockchain. Par contre, en tant que producteur d'énergie, donc moi, je vends des électrons verts. Il y a des gens qui sont intéressés, hein, qui passent des contrats pour acheter des électrons verts. Mais en fait, aujourd'hui, ils n'ont aucune garantie que quand ils cliquent sur le bouton, c'est de l'électron vert. Moi, à partir du moment où j'injecte dans un réseau de public, que ce soit de transport ou de distribution, mon électron, il est mixé. Et c'est peut-être pour rebondir un petit peu sur la complexité de... Est-ce que là, Jacques, on pourrait envisager une blockchain qui serait finalement, qui permettrait à l'utilisateur de valider que physiquement, et ça je pense que c'est compliqué, l'électron qu'il utilise est un électron vert? C'est une très bonne question. À mon avis, l'utilisateur, ce sera très complexe pour lui pour valider si c'est un électron ou pas, mais ça sera plus simple pour lui de valider que l'électron, il était généré par vous à un instant T et il a suivi ce chemin X et il est en cours d'acheminement vers lui. C'est-à-dire on a résolu 80 à 70% de la complexité, de le manque de fiabilité dedans. Ouais. Aujourd'hui, c'est fait avec des garanties d'origine, des certificats finalement, et donc peut-être que l'étape d'après, ça serait de passer sur du blockchain, sur ces éléments-là. Certainement, certainement. Après, c'est là où le BIM, il intervient, c'est que l'utilisateur, il a également une vue 3D devant lui de ce qui se passe. Les éoliennes, maintenant, ils sont en train d'activer, de travailler, de fonctionner. Je prends l'éolienne comme exemple, mais ça pourrait être plus un exemple pour les bâtiments, beaucoup plus parlant, on va dire. Il est en train de voir devant lui toute la chaîne de production, l'étape de construction en 3D. Et ça va lui parler. On dit an image is worth 1000 words. C'est là où, lorsqu'on regarde quelque chose 3D, comme vous avez montré dans votre exemple, une représentation graphique, voilà. Alors justement, on va continuer alors dans ce brassage de technologies. On parlait de représentation. Il y a un autre mot dont on parle beaucoup ces derniers mois, c'est le métaverse. Alors, le métaverse, il y en a un peu de tout type. Il y en a des très grands publics et en ce moment, ça ne va pas forcément très très fort. Il y en a d'autres qui continuent à bien fonctionner. C'est le métaverse industriel. Est-ce qu'Yvan, vous pouvez nous dire à quoi va pouvoir servir le métaverse dans notre secteur industriel? Il y en a deux usages. Il y a le métaverse en fait purement de production et puis il y a un deuxième usage qu'on verra un petit peu plus tard sur la formation. D'abord pour la production dans un environnement industriel. Alors sur le métavers, c'est un environnement virtuel dans lequel on va s'immerger avec d'autres acteurs. On va pas faire un débat sur les définitions du métavers, ce sera un peu comme le jumeau numérique. Donc, si on part de ça, la différence ou la valeur ajoutée par rapport à ce qu'on connaît en réalité virtuelle et réalité augmentée, c'est qu'on a plusieurs acteurs qui vont ensemble se projeter dans un univers virtuel et travailler ensemble. Évidemment, vont nourrir ce métavers des représentations en réalité virtuelle notamment. Alors après, au niveau des use cases, il va y avoir une utilité à chaque fois qu'on a besoin de travailler ensemble sur des sites distants. Et globalement, un groupe industriel, un peu comme les arts et métiers, nous on a 11 campus sur toute la France, donc on connaît bien cette problématique-là. Avoir la possibilité à un moment donné de se réunir dans un univers virtuel pour travailler ensemble, ça a une plus-value importante. Ça a une plus-value importante parce qu'on va être capable d'échanger, on va être capable de travailler ensemble sur le même produit au même moment, comme on le ferait sur une chaîne d'assemblage. On a un problème sur une chaîne d'assemblage, eh bien, on ne peut pas descendre tous ensemble autour de la chaîne d'assemblage pour prendre des décisions. Eh bien, on descend tous ensemble sur la chaîne d'assemblage qui a été virtualisée, avec le problème qui a été virtualisé par une représentation 360, par exemple, qui peut être en temps réel. Et là, l'ensemble de l'équipe, où qu'elle soit dans le monde, peut travailler au même moment et prendre des décisions en visualisant ce qui est en train de se passer. Donc voilà un petit peu un use case possible, puis je détaillerai tout à l'heure le use case sur la partie formation qui est très important. Eh ben, on va y venir tout de suite, parce que, et ça reboucle un tout petit peu, on va voir une vidéo qui va se lancer à un moment autour du projet Génie. Le projet Génie, ça réunit, ça recoupe ce qu'on a évoqué au démarrage, puisque c'est le jumeau numérique, mais en ajoutant en fait une partie à la fois liée à la formation, liée au métaverse pour la formation. Un mot là-dessus. Alors tout à fait, donc le projet Génie qui est financé dans le cadre du PIA sur un appel à projet qui était démonstrateur pour l'enseignement supérieur. Génie, c'est jumeau d'enseignement numérique, immersif et interactif, voilà, pour le petit vocable.
Et donc l'idée, c'est la filière technologique. La filière technologique en France, où on en parle beaucoup, nos industriels, ils ont du mal à recruter des talents. Et une des problématiques, c'est que les talents, ils sont un peu partout sur le territoire. Et il va falloir les former sur des moyens industriels qui sont très lourds à mettre en œuvre. Et faire venir de nombreux étudiants ou de nombreux apprentis autour d'une machine réelle. Ici, c'est une formation en fonderie. Ça coûte cher, ça prend du temps, il faut que les gens se déplacent, donc c'est très compliqué. Donc la formation technologique, en France comme ailleurs, comme elle coûte cher, eh ben, on n'a pas les moyens de la mettre en place et donc on a du mal à former les talents. Le but du jeu, c'est un peu comme quand vous formez un pilote d'A320, il ne fait pas toute sa formation sur le vrai avion. Donc le but du jeu, c'est de former dans des univers virtuels des groupes d'étudiants qui vont venir sur un campus virtuel arts et métiers, qui vont être reçus par l'enseignant, qui vont aller sur la plateforme virtuelle et qui vont aller opérer une machine de fonderie gravitationnaire. Là, on voit l'inclinaison pour faire couler le métal liquide et qui vont donc venir maniper, comme sur la vraie fonderie, comprendre le fonctionnement, comprendre les paramètres machine pour obtenir des pièces de qualité ou de non-qualité. L'avantage avec un jumeau dans ces environnements-là, c'est qu'on peut faire de la non-qualité, on peut jeter des pièces, ça ne va pas coûter grand-chose. Un peu sur les calculateurs si on prend le coût global environnemental, mais sans doute moins que de faire des vrais coulées. Ce que vous voyez ici, là, c'est les charges. C'était un peu rapide, c'est les champs de température, la coulée, évolution des champs de température, refroidissement. Pour que ça ait un sens, pour que ce ne soit pas un jeu, il faut que le modèle soit réaliste et colle parfaitement à la réalité. Donc, pourquoi on a eu ce projet? Parce qu'on a les équipes qui développent les fameux jumeaux hybrides dont je parlais précédemment, les équipes de Francisco Chinesta. Et donc là, ce que vous voyez, c'est non seulement la représentation 3D, mais ce sont les champs de température sur tout le cycle d'écoulement, de refroidissement qui font qu'à la fin, on a un résultat sur la qualité de la pièce qui est extrêmement proche de la pièce réelle. Donc une fois que nos étudiants qui sont chez eux ou dans des salles de réalité virtuelle en proximité de chez eux ont été formés dans ces univers virtuels de formation, bien évidemment, comme un pilote d'A320, à la fin, on va les amener vers le vrai procédé. Hein. On ne va pas les faire piloter des passagers sans avoir vu le vrai procédé. Mais on gagne énormément de temps sur les temps de formation, sachant qu'en plus, ils peuvent maniper par eux-mêmes. C'est-à-dire qu'on ne va pas mettre un étudiant tout seul sur une fonderie, c'est dangereux, il y a des problèmes de sécurité. Là, il va pouvoir se brûler, il va pouvoir y avoir des éjections, il va pouvoir créer des accidents, ça ne sera pas trop grave. Dans la réalité, on va éviter. Clément, Guillaume, vous allez aller vers ça, en fait. Clément, peut-être au début, vous allez, faire des formations comme ça, sur la mise en place, sur le pilotage. Ça va se rapprocher de ce qu'on vient de voir? Je pense, ça fait vraiment écho. Juste pour donner quelques chiffres, alors pas sur l'exemple français, parce que l'exemple français, on a trop peu d'éoliennes en mer pour que ce soit vraiment représentatif, mais si on regarde par exemple et j'espère qu'on en aura plus dans un avenir relativement proche, si on regarde ce qui se passe en Grande-Bretagne, parce que là du coup il y a quand même des chiffres intéressants, ils ont plus de 5000 éoliennes installées en mer, et en 2020, si on regarde un peu les chiffres d'un point de vue HSE, il y a eu 500 incidents lors d'opérations de maintenance en mer. Donc pas des accidents, mais des incidents. Donc c'est souvent des near miss. C'est beaucoup. Et il y a eu 15 accidents graves, voire mortels, en un an. C'est quand même des chiffres qui font un peu peur. D'autant que si on compare avec les chiffres du pétrolier et du parapétrolier en mer, qui est finalement censé être assez proche, c'est pas du tout le même ordre de grandeur. Le pétrolier, parapétrolier a vraiment une culture du risque et de la gestion HSE qui est bien meilleure que l'éolien en mer et donc des taux beaucoup plus bas. Donc l'enjeu, ça va être d'accentuer sur la formation parce qu'on est quand même dans comme je le disais tout à l'heure en intro, sur des milieux qui sont fondamentalement dangereux. Hein. C'est-à-dire qu'on est en mer, donc on est quand même exposé à des conditions compliquées, que ce soit le froid, que ce soit les vagues, le vent évidemment, on espère qu'il y en a. C'est aussi travailler en hauteur, hein, parce qu'on est quand même à 150, presque 200 mètres de hauteur quand même dans la nacelle.
travaillent sur des instrumentations électriques. Alors j'entends qu'elles sont pas alimentées au moment où on intervient, mais quand même, voilà, il y a quand même un faisceau de sujets qui font que c'est problématique. Aujourd'hui, donc, les techniciens sont majoritairement formés sur des simulateurs qui sont des simulateurs réels, hein, donc c'est des petites nacelles typiquement qu'on va avoir dans certains centres de formation qui, comme je viens de le dire, ce sont des petites nacelles, donc c'est des nacelles de machines de 2, 4 MW. Ça n'a rien à voir avec une machine de 20 MW. Et il faut bien comprendre aussi que sur les différents champs qu'on développe, on ne va pas forcément utiliser la même machine, donc pas forcément la même technologie. Donc est-ce qu'il y a des centres qui existent avec 5 ou 6 nacelles alignées qui représentent exactement ce que l'opérateur va trouver en mer? La réponse, c'est non. Et donc nous, on a clairement un intérêt, encore une fois, en tant qu'opérateur final et responsable en fait de l'HSE aussi. Enfin, on est en haut, donc finalement, on a le parapluie, on couvre aussi tous nos contracteurs hein, en termes de responsabilité légale. Donc on a intérêt effectivement à ce qu'il y ait des outils qui permettent aux opérateurs de se former de manière efficace et en amont et être préparés au mieux à ces interventions en mer qui sont toujours tout sauf banales. Même si elles sont quotidiennes, c'est jamais la banalité. Le danger est dans la banalité. Guillaume, la même chose. On l'a vu tout à l'heure, en fait, vous utilisiez les modèles pour pouvoir intervenir en amont sur la conception et les essais, les calculs. Pour la formation, c'est quelque chose que vous allez aussi être amené à utiliser? Oui. Alors, je voulais juste revenir sur un propos que vous avez dit sur le métavers, que le métavers pouvait permettre à plusieurs équipes différentes de travailler sur un point commun. Nous, on s'est rendu compte avec les jumeaux numériques que c'était un peu la même chose. C'est-à-dire que quand vous avez un hydraulicien, un mécanicien, un automaticien, parfois qui travaillent sur un même sujet, parfois ils n'arrivent pas à se comprendre. Et il est vrai que le jumeau numérique permet d'imager ça et parfois de trouver des solutions à un problème physique. Pour revenir du coup sur l'aspect formation, nous, donc dans les remontées mécaniques, le transport par câble, on utilise des automates de sécurité et du fait qu'on transporte des personnes, on est obligé d'atteindre des niveaux de sécurité très élevés. Donc pour ça, on a des procédures d'essai qui sont assez longues et qu'on doit réaliser sur site. Comme je vous l'ai dit au début, on n'a pas beaucoup de temps. Donc l'un des intérêts du jumeau numérique, c'est que ces procédures, on arrive maintenant à les réaliser à l'atelier. On peut donc former les techniciens à réaliser ces procédures, à régler notamment certains défauts et vérifier que tous les essais vont marcher. Il y a beaucoup de remontées mécaniques qui se ressemblent, mais parfois on a des remontées mécaniques un peu spécifiques. Et dès qu'on rentre dans le spécifique, on se rend compte qu'on a souvent des surprises sur site, autant liées à la mécanique qu'à tous les domaines. Et le jumeau numérique va nous permettre d'anticiper ces problèmes, de former autant les techniciens en interne de la société, mais après aussi de former effectivement le client final à la machine qu'il aura à terme. Parlons un peu, justement, maintenant on a fait le tour jusqu'à la formation. Revenons sur l'humain. On est quand même dans la formation. La place de l'humain, elle est, Jacques, essentielle dans toute prise de décision. Vous m'expliquez en fait que pour développer quelque technologie que ce soit, si jamais on ne tapait pas la bonne porte, on ne sensibilisait pas la bonne personne, rien ne se passerait. Est-ce que ces technologies dont on vient de parler, jumeaux numériques, l'intelligence artificielle, la blockchain et le métaverse et autres, on est capable de les développer dans ce secteur industriel comme dans des autres secteurs, si jamais au départ on ne tape pas la bonne porte? Effectivement, en fait, et voici une petite histoire. En fait, j'avais un client qui était un contracteur qui, lui, il construit des bâtiments commerciaux. Et dans le jumeau numérique, c'est une sorte de club. À l'intérieur, on a le métaverse, on a 3D, on a la 4D également, qui est ce qu'on appelle l'optimisation de la construction et la simulation de la séquence de construction. C'est-à-dire avant qu'on a le bâtiment qui sort de la terre, on le voit, on le visualise. Alors, ça permet de faire plusieurs scénarios, what-if scénarios, ce qu'on appelle, et ça permet d'optimiser la construction. Et ensuite, garder le contrôle et optimiser le budget, le temps et tout ça. Alors, lorsque j'ai proposé cette solution pour le contracteur, il m'a dit, et je lui ai montré la plus-value, c'est-à-dire tu vas pouvoir économiser du temps et d'argent. Il a dit, non, merci, je ne veux pas. Mais pour quelle raison vous ne voulez pas? Oui, parce que lui, il a déjà signé avec son designer, avec le owner également, et il a signé pour 36 millions. Or qu'avec les jumeaux numériques, ça va lui coûter 20 millions. Alors, quelle explication maintenant il pourrait dire? Partir chez son client, lui dire j'ai profité de 15 millions d'euros ou de 13 millions d'euros de plus. Alors, du coup, il ne voulait pas. Mais lorsque un autre projet, il avait sa terre
son projet et il allait lui-même vendre le projet pour pouvoir faire des bénéfices, chaque centime comptait. Du coup, ça dépend de l'humain. Est-ce que lui, c'est tellement politique en fait? Est-ce que lui, il veut faire des gains? Est-ce que lui, il veut faire économiser pour sa propre poche? Ça joue dans l'adoption du projet ou pas, de la technologie. Deuxième point, c'est avec qui on parle. Est-ce qu'on parle avec ce qu'on appelle le sponsor? Est-ce qu'on parle avec le owner? Est-ce qu'on parle avec la personne technologique ou bien la personne qui, depuis des années de l'université, elle connaît du cadre et elle ne veut pas changer? Pourquoi elle veut changer, prendre du risque et finalement, lorsqu'elle travaille sur un projet, elle ne réussit pas et elle est virée ou pour une autre raison. D'où le fait qu'il faut toujours avoir le support et le renforcement du top management, tout d'abord, pour qu'ils dictent à leurs employés que c'est comme ça qu'on va aller dans cette direction de digitalisation. Alors, le train, il est parti. Soit vous sautez, soit il sera trop tard pour vous plus tard. Et le troisième point, c'est la technologie, l'interopérabilité entre les différents logiciels. Il y a tellement de logiciels sur le marché qui disent que la technologie, elle n'est pas mature, c'est faux. En fait, il y en a tout ce qu'il faut. C'est juste quel est l'art qu'il faut mettre en place, différentes technologies, les faire marier entre eux, d'où le fait de former les personnes et de pouvoir faire le suivi, pas uniquement juste déployer le projet en part. Et quatrième point très important, souvent les personnes ils pensent que je paye maintenant, j'obtiens le profit demain. Non, le jumeau numérique c'est dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans. Et il faut être patient. Et il faut, en contrepartie, il faut expliquer bien au client et l'accompagner et montrer la plus-value avant que le projet commence. D'où le fait, exemple, des éoliennes, c'est parfait parce qu'on moniteur, on supervise en fait tout ce qui se passe dans la mer depuis notre PC. On a eu à peu près la même situation pour l'aéroport et pour des autoroutes, des dizaines de kilomètres, parce qu'on évite d'envoyer des gens à chaque minute, ou chaque heure, ou chaque jour, et avoir des risques de plusieurs morts. C'est ça, en fait, les jumeaux numériques. Et juste pour rebondir sur le fait que ça peut être aussi un retour sur investissement à long terme, ça peut être même beaucoup plus long que ça. C'est-à-dire que si, mettons qu'on installe une ferme en mer en 2030 et qu'on se rend compte en 2060 qu'en fait il nous reste 5 ans de durée de vie et non pas 2, là le retour il est juste énorme. Énorme. José, peut-être la confiance en fait en l'humain, c'est un élément, c'est clé dans la réussite du projet. Si l'agriculteur n'est pas mobilisé dès le départ, s'il n'est pas bien formé dès le départ, si vous ne lui faites pas confiance, ce projet de blockchain qu'on a évoqué, il est cassé directement. C'est ça, en fait, nous, le plus gros enjeu, c'était dès le départ, mobiliser tout le monde à la filière laitière pour les embarquer dans ce train de la blockchain, de la digitalisation, et surtout une nouvelle pratique pour eux d'intégrer des données qu'ils n'ont pas l'habitude d'intégrer dans la blockchain. Eux, ils ont leur façon de faire, donc du coup, il y a tout le monde qui, en fait, veut pas, mais en leur montrant l'intérêt et aussi un exemple de produit fini, et leur travail est valorisé à travers toute la filière laitière, ça les mobilise. Et c'est quelque chose qu'on a vu avec la blockchain, il y a des avantages à tous les niveaux, que ce soit pour l'éleveur, pour nous, au niveau de reconnaître qu'on fait, on fait des produits de bonne qualité et qu'on arrive à contrôler comme il faut. Pour nos clients B2B ou B2C qui sont confiants des produits qu'ils proposent à leurs consommateurs et pour les consommateurs parce qu'ils ont une vue globale de l'ensemble. Après, c'est vrai qu'au niveau, pour rebondir sur, c'est très intéressant au niveau des formations et au niveau des risques qu'on pourrait en fait anticiper avec les jumeaux numériques ou avec le métaverse. C'est vrai que c'est quelque chose que peut-être nous, Ingredia ou dans le secteur agroalimentaire, on ne s'est pas trop posé de questions. Mais ça va être l'avenir, c'est sûr. Ça va intervenir. Yvan voulait intervenir. Oui, sur l'aspect humain, je voudrais aussi rajouter un élément essentiel sur les opérateurs qui vont utiliser ces technologies. Et sur tout ce qui est vraiment technologie émergente, il peut y avoir souvent un réflexe de refus de la technologie de la part des... Voilà, on a des industries avec des employés qui sont là, qui ont leur histoire. Et on a fait un certain nombre d'études et de projets de recherche en mixant justement les technologues et des chercheurs en sciences humaines et sociales. Et quasiment systématiquement, la conclusion, mais c'est une évidence, mais il vaut mieux le dire, c'est que systématiquement, quand on met les opérateurs dans la phase la plus amont possible de la conception de la solution technologique, on arrive à un produit et on arrive à une solution acceptée sur le site et une solution qui a une vraie plus-value. Quand on amène la technologie trop tardivement,
on va perdre beaucoup de temps en formation, en accompagnement et globalement la valeur ajoutée souvent peut-être même carrément nulle parce que la façon dont les opérateurs vont utiliser la technologie ne sera pas du tout la même que celle qu'on avait imaginée. Et on a alors, j'ai pas d'exemple concret sur réalité virtuelle, réalité augmentée, mais dans le cadre de la robotique collaborative, par exemple, on amène un cobot et il y a des opérateurs qui l'utilisent de manière complètement différente de ce qu'on avait imaginé. Donc voilà, sur cet aspect humain aussi, un point essentiel. Chaque solution, ça a été évoqué sur tous les exemples, je crois que chaque solution aujourd'hui, jumeaux numériques, métavers, blockchain, elle doit s'adapter aux use cases industriels. Donc elle doit être conçue pour s'adapter à un cas spécifique. Et si on met les opérateurs dès la phase de conception, on gagne beaucoup de temps. Guillaume, vous voulez intervenir sur ce point en fait? Alors sur l'aspect humain, nous on n'intervient peut-être pas en pleine mer, mais on intervient quand même en montagne, parfois à 3200 mètres d'altitude, sous des tempêtes de neige. Il y a une partie de l'année où la montagne n'est pas accessible. Donc le jumeau numérique, s'il peut permettre d'anticiper une intervention et que le technicien est juste, il sache ce qu'il a à faire, c'est un gain humain énorme. Après, pour anticiper aussi l'aspect technologique, là je travaille sur un projet au fait où c'est la rénovation d'un télésiège qui est quasiment unique au monde. Il a un fonctionnement que très peu de personnes connaissent, dont l'opérateur actuel. Ça fait 20 ans qu'il est sur ce télésiège, c'est quasiment le seul à connaître le fonctionnement. Et on a la chance que ce client nous a demandé de créer un jumeau numérique de ce télésiège. Donc on va pouvoir, entre guillemets, démystifier le fonctionnement de ce télésiège. Et comme tu le disais à l'instant, former les nouveaux opérateurs en avance, pas à la veille de l'ouverture du télésiège. Donc ça, c'est un réel plus pour l'humain. Ouais. Il n'est pas seulement question de transition numérique, il est question de transmission numérique là-dessus, sur cette thématique-là. Est-ce que toutes ces technologies-là, jumeaux numériques, intelligence artificielle, métaverse, blockchain, est-ce que ça va constituer, ce sont les nouvelles briques de l'industrie 4.0 qui était le thème de notre conférence? Est-ce que ça se concrétise? Est-ce que vous le constatez à l'heure actuelle, Yvan? Faites la moue. Oui, mais si, on le constate. Je fais la moue, pourquoi? Parce que nos équipes qui sont spécialistes du domaine, aujourd'hui, elles n'arrivent plus à suivre. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, malheureusement, on ne sait plus répondre à toutes les demandes des industriels qui veulent travailler avec nous sur ces sujets. Donc je dirais qu'aujourd'hui, je fais la moue parce que la problématique, c'est de renforcer ces équipes, de trouver les bonnes compétences et les experts qui coûtent cher au niveau international, qui coûtent cher à attirer. Donc sur ce qu'on vit, les potentialités sont énormes. Il y a des use cases, on en a des wagons, des use cases extrêmement intéressants et que nous demandent de développer les industriels. La problématique, c'est le nombre d'experts qui sont en capacité de travailler sur ces sujets-là. On constate en fait à travers tous ces exemples que tout est basé bien souvent sur des technologies qui donc existent depuis longtemps, des données qui existent depuis longtemps, une volonté humaine qui existe depuis longtemps. Qu'est-ce qui manquerait, Jacques, pour que cette petite étincelle en fait dont on parle là, pour que ça fonctionne bien? À part les experts, il y a les experts, bien sûr, mais il n'y a pas que l'expertise. Ce qui manque aujourd'hui, c'est quelque chose de majeur, qui est le gouvernement qui dit « allez-y, on vous encourage, va aller dans cette direction de digitalisation ». Je cite l'exemple que j'ai vécu personnellement lorsque j'étais à Dubaï pendant plusieurs années. C'est une plateforme, le pays, c'est une sorte de plateforme très intéressante, très riche, où les ingénieurs, les contracteurs, ils arrivent, ils exécutent leurs projets. Ils n'utilisent pas forcément tous, on va dire, les nouvelles technologies. Parfois, c'est des anciennes technologies. Si on leur demande de prendre cette initiative et d'aller dans le sens des jumeaux numériques, ils vont dire je vous remercie, non. Parce que moi, j'ai mon budget, mon propre façon de travailler, ma connaissance du métier et de la technologie. Par contre, lorsque le gouvernement nous a dicté ou nous a demandé de créer un guide de 600 pages à peu près, dans lequel il contient l'organisation même du projet, comment elle devrait être faite, quelles sont les technologies, comment les faire marier entre eux, l'interopérabilité, et pousser les gens tout en créant une sorte de smart platform
qui, lorsque je vais demander un projet ou bien un terrain pour pouvoir faire le design ou bien planifier, ce sera plus du papier dorénavant. C'est quelque chose de digital. J'entre sur le site, j'appuie, je télécharge et le gouvernement il me dit oui ou non. Et à chaque fois, lorsque j'exécute le projet, il doit être digital, sinon il est refusé. Lorsqu'on a cette, on va dire, cette initiative démocratisée et en même temps le gouvernement il la pousse en avant, bah, vous allez voir. Déjà en Allemagne, ils ont depuis quelques mois, ils ont pris la décision qu'ils partent dans le BIM. C'est fini tout ce qui est avant. Oui, on est des humains, ça va prendre des années, quelques mois également, mais on est là. Et à mon avis, on va arriver également en Suisse, là où je vis également. C'est quelque chose qui va arriver bientôt. Je le vois. De plus en plus, il y a plus de demandes, il y a plus d'intérêt. Il y a les gouvernements, mais il y a effectivement en fait une autre capacité. C'est effectivement la standardisation, la normalisation. On le voit, en fait, il y a une réflexion avec le métaverse. L'AFNOR vient de prendre une décision de créer une commission sur ce sujet-là. On l'a vu encore dans les allées de Global Industry. Il y a les réflexions autour de la standardisation, autour des jumeaux numériques. Il y a des associations qui sont en train de se monter. Ça va passer par là. La standardisation est essentielle, certainement, mais elle n'est pas comme les ISO 19650 ou les autres que tout le monde en va suivre. Les jumeaux numériques, c'est par projet, c'est par métier, c'est pas par continent, on va dire. Les éoliennes, il devrait y avoir un standard. Les bâtiments, un autre standard. Et tout ça, on y travaille dedans, mais ça va prendre des années. L'agilité, c'est la clé. C'est la clé de voûte qui permet de faire avancer les jumeaux numériques, l'implémentation. Un mot peut-être sur la standardisation, la normalisation, ces travaux qui sont absolument nécessaires. Qui veut prendre le lead là-dessus? On est encore dans des réflexions à l'heure actuelle. Oui, juste sur ce sujet-là, on parle beaucoup de la confiance numérique. Donc aujourd'hui, en effet, je rejoins tout à fait le fait que suivant les différents domaines d'application, le niveau de confiance qu'on demande ne sera pas le même. Et après, travailler sur la confiance, c'est être en capacité d'expliciter et de démontrer comment ont été construits les jumeaux numériques pour pouvoir focaliser sur les zones à risque. Et ça, aujourd'hui, on le fait assez bien. J'en parlais tout à l'heure, le modèle physique discrétisé, la zone de risque, elle est faible. La partie correctif IA, la zone de risque, elle est un petit peu plus élevée. Mais on prend un risque sur une partie, sur un écart à la réalité qui est plus faible. Donc tout ça, ça demande à être formalisé d'un point de vue intellectuel avant d'être standardisé. Et puis, il y a des applications industrielles où on va pouvoir prendre le risque, et puis d'autres où on ne pourra pas. Donc après, c'est vraiment le cas applicatif qui va décider. À propos de risques, je vous vois intervenir parce qu'il y a beaucoup de risques, effectivement. Ouais, pour moi, ces outils, ces nouveaux outils, ils vont devenir effectivement des nouvelles briques, en particulier dans l'industrie dans laquelle je suis, juste parce qu'il y a une valeur ajoutée, en fait. C'est juste qu'il y a un intérêt, on ne fait pas ça parce que c'est beau de construire des jumeaux en 3D, c'est pas du tout ça. C'est parce que si, encore une fois, comme je le disais, je suis capable d'étendre la durée de vie de mon champ de 2 ans, bah, c'est le jackpot. Si je suis capable d'anticiper les maintenances à venir et de ne pas devoir les faire au milieu de l'hiver quand je vais devoir mobiliser des hélicos, ça va me prendre 3 semaines, là où l'été, quand il n'y a pas de vent, ça me ferait en 3 jours. C'est ça la réalité, c'est pour ça qu'on le fait. Donc, en tout cas, dans notre industrie, c'est clair que ça vient. On est en retard, ça je l'entends sur ce panel-là, mais on avance. Et donc voilà, pour nous, je pense qu'à l'horizon 2030, ça sera un standard pour le coup. Il y a des risques, il y a une volonté. J'étais en train de penser en fait à par exemple Microsoft qui fait un choix en fait de rester sur le métaverse industriel uniquement en quittant d'autres parce qu'il y a cette priorité qui est donnée, parce qu'il y a vraiment des choses concrètes qui s'y passent. Et c'est peut-être ça aussi en fait, c'est de montrer par l'exemple. Et vous l'avez montré à travers différentes industries, mais des fois de passer d'une industrie qui n'a rien à voir avec l'autre. Mais en tout cas, c'était intéressant d'avoir à la fois cette approche sur toutes ces différentes technologies, dans tous ces différents secteurs que vous avez pu représenter pendant cette heure maintenant, qui nous ont permis de percevoir que quand même, il y a d'une part un intérêt, il y a d'autre part des vrais enjeux, plein de cas d'usage différents. La prochaine fois, on scindra peut-être tous ces différents cas d'usage de façon bien spécifique. On aura plus de retours d'expérience. En tout cas, c'était intéressant de nous les avoir fait vivre pendant cette heure sur Global Industry. Merci, messieurs. Merci. Merci. Et merci de votre attention. Et je vous souhaite de passer donc une bonne fin d'après-midi en profitant des dernières heures qui sont sur Global Industry 2023. Je vous dis à bientôt. Au revoir. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup.